Bienvenue à Repères parentaux, votre rendez-vous pour mieux comprendre, apprendre et grandir avec votre enfant. Je suis Régine Legault-Bouchard et je vous invite à vous joindre à moi dans ce nouvel épisode. C'est parti! Alors, bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Yasser Boukrab, qui est notre commissaire en équité aux droits de la personne au CPO. Salut Yasser. Bonjour, Tu Régine. vas Oui, bien? ça va et toi? Oui, excellent. Content d'être ici. Oui. Je suis également accompagnée de Maître Patrick Touagy-Raziou, qui est avocat en éducation. C'est ça? C'est exact, oui. Excellent. Ouais, bienvenue chez nous. Ouais. Peut-être avant de commencer, j'aimerais qu'on explique vos rôles. C'est pas tout à fait toujours très clair, surtout peut-être un commissaire. Qu'est-ce que ça fait, un commissaire, Yasser? Je te laisse expliquer. Donc, le commissaire en équité des droits de la personne, c'est un poste, en fait, qui a été créé pour concrétiser la vision du ministère en matière d'équité, d'inclusion, diversité. Et le but ultime, c'est d'assurer que toutes les barrières systémiques en lien avec le racisme, la discrimination, l'intimidation sont enlevées. Donc, le commissaire a le mandat de mener des enquêtes en vertu du Code des droits de la personne. Il est le conseiller principal de directeur de l'éducation en la matière. Donc, il intervient auprès des parents, des élèves, donc toutes les parties prenantes œuvrant dans le domaine de l'éducation, pour pouvoir optimiser le processus. Il a un regard critique sur les directives, les politiques, etc. Et donc, c'est un agent de changement en matière d'éducation. Okay. Donc, c'est ça, grosso modo, le rôle du commissaire. Wow, excellent. Maître Patrick, de votre côté, spécialisé en éducation, si je comprends bien. C'est exact. Donc, ma spécialisation est la représentation de conseils scolaires en Ontario, mais aussi d'autres institutions éducationnelles partout au pays, donc pas juste en Ontario, par exemple, ailleurs au pays, on traite les conseils scolaires de districts scolaires. Okay. Mais le tout revient au fait que je conseille des institutions éducationnelles par rapport à plusieurs enjeux, que ce soit le jour au jour, des questions administratives, que ce soit en relation de travail ou des questions de droit de l'emploi, par exemple, mais aussi beaucoup de questions d'accommodement et comment on traite des questions d'accommodement, non seulement avec nos élèves, mais aussi avec les employés. OK, excellent. Puis, est-ce que tu voulais faire une petite mise en garde par rapport à aujourd'hui, là? On parle de cadre général, pas nécessairement de conseil juridique, si je comprends bien. Ouais, c'est certain. Quand on est avocat, chaque fois qu'on ouvre la bouche, il faut avertir le monde que c'est pas des conseils juridiques. Donc, ouais, certainement heureux de pouvoir participer à une belle discussion aujourd'hui, mais c'est à titre éducatif, pas comme conseil juridique. Excellent. Merci. Bien, comme vous voyez, on est accompagné de deux personnes expertes. Aujourd'hui, justement, on parle d'accommodement en contexte éducationnel et on va avoir des petites discussions par rapport aux communautés LGBTQIA+. Donc, diversité sexuelle et de genre va être un petit peu notre thématique aujourd'hui. Alors, lançons-nous dans la première question. Je pense qu'on a un horaire chargé. Yasser, je te laisse lancer la balle. Merci Régine. Effectivement, aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très important dans le cadre de l'éducation. Eh bien, je vais aborder la première question avec Patrick. Concernant l'accommodement, d'après toi, Patrick, qu'est-ce que ça veut dire l'accommodement et l'éducation? Je pense que c'est une très bonne question. C'est une question complexe à différents éléments et dynamiques. Mais vraiment, la première chose à se poser lorsqu'on débute cette analyse-là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour assurer que chaque élève dans nos écoles a un accès concret à l'éducation comme tout autre élève. Donc, ici en Ontario, mais aussi au pays, on prend un peu le guide sur cette question de la Cour suprême du Canada qui a communiqué à plusieurs reprises que lorsqu'on parle d'accommodement pour un élève, on veut assurer que chaque élève ait un accès concret à l'éducation et qu'on ne veut pas qu'il y ait des manquements par rapport à l'accès ou à leur expérience en éducation en raison du fait que cet élève-là serait relié à ce qu'on appelle un motif protégé ou prohibé du Code des droits de la personne. Donc, lorsqu'on prend ce contexte-là puis on parle d'accommodement, la prochaine chose à vraiment regarder, c'est quel est le cadre juridique qui détermine ce qui nécessite un accommodement. Okay. Et vraiment, la loi à tenir en compte dans cette discussion-là, c'est ce qu'on appelle le Code des droits de la personne de l'Ontario. Et ce code-là
énonce nombreux motifs, donc des motifs qui seraient protégés, des motifs d'identité, par exemple la croyance, le fait d'avoir un handicap ou dans le contexte de l'identité sexuelle aussi. Donc, il y a beaucoup de motifs. Okay. Il n'y en a pas juste 2 ou 3, il y en a pas mal, mais dans le secteur de l'éducation, on a tendance à voir plutôt le handicap, donc des élèves à besoins particuliers, la question de croyance, donc la question de accommodement religieux et aussi des questions d'identité sexuelle. Ah, absolument. Okay. Eh bien, merci. Et d'après toi, donc, cet accommodement, est-ce qu'il y a des limites en vertu du Code des droits de la personne? Oui, absolument. Donc, lorsqu'on parle d'accommodement, c'est que chaque parent, chaque élève ont droit de demander à leur pourvoyeur de services en éducation de faire des choses pour assurer que cet élève-là a un accès, comme j'ai mentionné tantôt, concret à l'éducation. Donc, cela pourrait dire, par exemple, j'ai besoin de services particuliers parce que j'ai des besoins particuliers pour que je puisse réussir en salle de classe. Donc, j'ai le droit d'aller et d'approcher un conseil scolaire et de dire « Hey, voici les services dont j'ai besoin selon mes besoins particuliers. » Et cette demande-là peut être appuyée par la documentation, que ce soit au niveau médical ou d'autres analyses qui mèneraient à cette conclusion-là. Et à ce point-là, le conseil scolaire doit analyser la question, évaluer la demande pour voir est-ce que d'abord il y a une obligation réelle d'accommoder dans les circonstances, puis 2, quelles sont nos options. Dans certaines circonstances, ça se peut que ce ne soit pas possible d'accommoder à cause de ce qu'on appelle un préjudice injustifié. Donc, dans certaines circonstances, pour des raisons ou d'autres, le conseil est peut-être pas capable d'arriver à un accommodement particulier. Par exemple, lorsque la demande pourrait avoir un impact sur la sécurité dans l'école. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et aussi, donc, le préjudice injustifié est une limite. Puis, de l'autre côté aussi, c'est qu'une autre limite, ce serait lorsque la personne qui fait la demande ou l'auteur de la demande exige une préférence particulière, disons, au lieu de poser une question puis de permettre au conseil d'analyser la demande et d'arriver à une conclusion et d'offrir un accommodement raisonnable. Si la personne exige, non, l'accommodement doit être exactement cet accommodement-ci. Dans ce cas-là, surtout si l'étude démontre qu'il y a d'autres possibilités, d'autres options de résoudre le problème, là, on parle de préférence et pas d'accommodement. Donc, l'autre limite, c'est que un conseil scolaire n'est pas obligé d'acquiescer à une préférence. Okay. Donc, si je comprends bien, Patrick, donc l'accommodement, il vise à répondre à des besoins, mais pas à des préférences. Exactement. OK. Et puis, dans ce que tu viens juste de dire, donc, je pense que tu fais référence à la composante procédurale et substantive du conseil. Donc, ça veut dire que la demande, qu'on la reçoit, elle doit être soumise par la personne qui demande l'accommodement et qu'elle doit être traitée par le conseil. Et puis voir si elle est recevable et qu'elle répond aux paramètres, et puis qu'on peut juste la traiter favorablement. Exactement. Donc, il y a 2 composantes. Il y a une composante procédurale, comme vous le dites, qui c'est vraiment la manière que la question est traitée. Et dans tous les cas, c'est vraiment, ça se voit lorsque la personne approche, disons, par exemple, la direction d'école pour dire, j'ai besoin de X accommodement ou j'ai mon élève ou mon enfant a X besoin. Dans ce cas-là, la demande est accueillie, une analyse est effectuée de toutes les circonstances. On pose des questions. Ça se peut que la direction d'école ou le conseil vous revienne et demande des questions pour dire « vous nous avez dit X, mais on a besoin de plus de précision par rapport à Y. » Et dans ces circonstances-là, ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect procédural de la demande. Et ensuite, la décision elle-même, ça, c'est l'élément substantif de la demande. Et lorsque le conseil ou l'école retourne aux parents ou à la famille pour dire, voici la décision qui a été prise, ça, c'est l'élément qui est au cœur de la question. Mais avant d'arriver là, il y a tout un élément procédural parce qu'il faut recueillir des informations, il faut peut-être même recueillir la documentation, un appui médical pour déterminer est-ce qu'il y a un besoin, puis 2, quelle est la nature exacte de ce besoin, afin de déterminer ce qui serait raisonnable pour répondre à ce besoin. Puis, est-ce
Est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir une preuve médicale ou une preuve médicale pour avoir un accommodement? Je présume que non. Non, ça dépend de la demande ou du motif. Oui. Mais des pièces justificatives sont quand même habituellement requises dépendamment de la demande. Mais juste en ce qui a trait au médical, c'est pas dans tous les cas que ça doit être médical. Mm-hmm. Donc, pour un accommodement religieux, par exemple, est-ce qu'on doit soumettre une documentation quelconque? Ça pourrait dépendre de la demande exacte d'accommodement. Pas toutes les demandes pour un accommodement religieux sont les mêmes. Donc, ça dépend de la nature exacte qui a pour motif ou pour lien la religion. Mais ça se peut que dans certaines circonstances, pas nécessairement une preuve ou une pièce justificative, disons, mais il pourrait être nécessaire de produire plus que juste des propos. OK. Ouais. OK. Mais je tiens aussi, Origène, à ajouter un point que dans le cas d'accommodement, parce que chacun est un cas particulier, c'est un cas unique, un cas d'espèce, donc on prend en considération tout ce qui dans la demande d'accommodement pour pouvoir la traiter d'une façon de bonne foi. Donc on peut pas appliquer la même recette pour chaque demande. C'est ça. Ouais. OK, il n'y a pas de cadre d'application. Chaque instance est différente, chaque élève est différent, les circonstances de chaque élève sont différentes. Donc, c'est pour ça que l'élément procédural est tellement important, parce que, afin de comprendre toutes les circonstances qui entourent la demande spécifique pour cet élève, il faut poser des questions, il faut fournir des précisions. Et dans d'autres circonstances aussi, je pense que il faut que les parents comprennent que c'est pas parce que tu as entendu que un élève a reçu X accommodement, juste en discussion, que cette personne-là ou un autre élève aurait droit au même accommodement. Parce que c'est un accommodement raisonnable selon les circonstances de l'élève, de la famille, de cette personne. Okay. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de recette, puis il n'y a pas de formule pour dire dans chaque cas où il y a une demande de ce genre, voici l'accommodement qui sera donné. C'est ça, OK, parce que dans le fond, les parents autour ou les élèves autour n'ont peut-être pas toute l'information non plus qui a été divulguée ou qui a été l'entente qui a été faite avec la direction d'école, par exemple. OK, intéressant, merci. Oui. Et donc, Patrick, prenons en compte, par exemple, l'accommodement de LGBTQ+, est-ce que tu penses que le changement de nom, pronom, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est permis en vertu du cadre réglementaire? Oui, donc certainement que c'est permis, puis il y a des différents éléments. Il y a un changement légal, puis il y a aussi un changement où peut-être l'élève dit, c'est pas légal, mais voici la manière que j'aimerais que on me traite ou qu'on communique avec moi ou à laquelle on fasse référence à mon égard. Donc, il y a deux éléments, mais certainement, c'est permis. Ouais. Et chaque conseil a un cadre réglementaire ou des directives administratives à cet égard. Donc, toujours la première place à peut-être regarder lorsqu'on est parent, c'est d'aller regarder quelles sont les ressources que fournissent mon conseil scolaire sur cette question, que ce soit la politique ou la directive administrative sur la question. Et d'habitude, ces politiques et directives administratives-là vont élaborer des procédures à suivre pour effectuer une demande. OK. Ouais, est-ce qu'un enfant doit avoir un âge particulier ou avoir l'accord de son parent avant de demander à ce qu'on change son pronom, par exemple? Donc, chaque circonstance est différente, mais je pense que la meilleure manière de répondre à cette question serait de dire que le droit appartient à l'élève. Le droit appartient à l'élève, mais en même temps, il y a des réalités dans le contexte scolaire où on vise toujours la collaboration entre les parents, entre l'élève, entre l'administration de l'école et les employés du conseil, mais le droit appartient à l'élève. OK. Donc, ça nous ramène à la prochaine question par rapport au devoir de collaborer. Donc, penses-tu, Patrick, que c'est quelque chose qui est primordial dans ce contexte d'accommodement? Oui, c'est certainement primordial. C'est très important parce que, lorsqu'on a parlé tantôt de limites, oui, il y a une obligation de la part du conseil scolaire de recevoir la demande, de poser des questions, d'obtenir des précisions. Mais en même temps, il y a une obligation concomitante de la part de l'auteur de la demande. D'habitude, ce serait les parents, de collaborer dans ce processus, de fournir des renseignements. Et il y a des décisions sur la question qui ont été émises par le Tribunal des droits de la personne qui nous disent que
Lorsqu'un parent effectue une demande, puis le conseil scolaire répond à la demande et essaie d'obtenir des renseignements, pose des questions, communique, et le parent ne participe pas à ce processus, ben là, on peut pas dire on peut pas ensuite se retourner de bord et dire que ben, le conseil ne m'a pas accommodé. Il y a une obligation de participer à ce processus-là. Okay. Absolument. C'est pour ça que je tiens juste à ajouter un point par rapport à ce que vient juste de mentionner Patrick, que c'est très important que les parents sachent de quoi s'agit-il dans un premier temps. Et pour au niveau du conseil, c'est certainement qu'ils ont juste un cadre administratif. Donc on parle de directives, on parle des politiques, on parle d'un processus, on parle d'un guide à l'intention des parents dans le contexte de l'accommodement qui explique davantage les paramètres, les responsabilités, les droits et même les formulaires à remplir dans ce contexte. Donc j'encourage les parents à consulter les sites des conseils scolaires et puis ayez accès à la documentation nécessaire pour pouvoir procéder avec leur demande. Moi, j'ai une question par rapport à l'implication de l'élève dans tout ça. L'enfant a tous des conseils pour les parents, par exemple, dans l'implication de l'enfant quand il y a une demande d'accommodement. Ben, je pense que la première question va toujours être par rapport à l'âge de l'enfant. Donc, c'est certain qu'à un certain point, il y a, selon l'âge de l'enfant, la demande doit peut-être être plutôt menée par le parent ou les parents. Mais à un certain point, il y aurait une volonté de vouloir consulter l'élève, dépendamment de la demande. Parce que des fois, ça pourrait qu'il y ait un impact au niveau de la vie de l'élève. Peut-être la perception que l'élève veut que ses camarades de classe aient ou que l'élève aurait une vision que ben, si mes camarades de classe sachent que il y a une demande pour X chose ou Y chose, peut-être que ça va avoir un impact sur mes relations. Mais je pense que ça, c'est des choses qui se passent au niveau de la famille puis au niveau relationnel. C'est pas nécessairement des choses du point de vue juridique ou obligation du conseil scolaire. Je pense qu'en ce qui a trait à l'obligation du conseil scolaire et des parents, lorsqu'on cherche à vouloir promouvoir un accommodement ou demander pour un accommodement, peut-être avoir une discussion avec l'élève pour savoir, voici ce qu'on demande, puis voici ce à quoi on s'attend, puis s'assurer que, dépendamment de l'âge de cet élève-là, que c'est vraiment conforme aussi à ce que l'élève souhaite voir, mais c'est compris que il y a quand même des obligations au niveau juridique qui vont dépasser peut-être la volonté de l'élève ou des choses de cet élément-là. Donc, c'est vraiment... si on se concentre sur le juridique, ça va être fait avec les parents. Donc, le conseil va faire affaire avec le parent. Mais la loi sur l'éducation et de façon générale, le contexte éducationnel dit qu'il y a des circonstances dans lesquelles un élève qui a 16 ou 17 ans et qui s'est soustrait de l'autorité parentale, dans ce cas-là, est disposé à prendre leurs propres décisions. Peut-être que cela pourrait dire que l'élève peut effectuer ses propres demandes au niveau de l'accommodement. Et si l'élève est adulte, des fois, on peut avoir 18 ans puis être en 12e année. Et dans ce cas-là, on a peut-être certains droits en tant qu'adulte d'effectuer des demandes. Et finalement, je dirais que dépendamment de la nature de l'accommodement qui est exigé, qu'il y a des circonstances dans lesquelles il faut peut-être qu'il y ait des discussions avant de procéder d'une manière ou d'une autre. Avec l'élève, par exemple. Avec l'élève. OK, excellent. Merci. Et donc, Patrick, penses-tu que l'élément de la documentation registre, c'est quelque chose qu'on doit tenir en compte dans ce processus? Oui, absolument. La documentation est très importante. Je dirais que de façon juste générale, lorsqu'on pose une question d'accommodement auprès du conseil, disons qu'on est parent puis on veut s'informer avant de même demander un accommodement exact, je pense que c'est important de fournir, comme j'ai dit tantôt, la documentation nécessaire pour appuyer la demande. Du point de vue du conseil scolaire, on veut recueillir toute la documentation nécessaire parce que il faut avoir une analyse de ce qui a mené à la décision. Donc, cela nous permet d'avoir cette analyse-là. Et lorsqu'on parle plus particulièrement de questions spécifiques, par exemple le changement de nom ou pronom, dans ce contexte-là, il y a des politiques, il y a un guide sur le dossier scolaire de l'Ontario. Donc, chaque élève a un DSO dans lequel on met leur documentation scolaire. Et si on parle de changement de document ou de documentation d'un changement de nom ou pronom, sans que ce soit même un changement
du nom légal. Mais dans ce contexte-là, les politiques et directives administratives du conseil vont prévoir la procédure à suivre dans ce contexte. Mais d'habitude, c'est possible. Ouais. Donc, parce qu'il faut que la documentation suive l'élève, dans le fond, jusqu'à sa graduation. Ouais. Donc, il y a des changements qui doivent être apportés ou qui peuvent être apportés. C'est ça, peuvent. Puis encore, il faut différencier entre le changement du nom légal puis peut-être le fait que l'élève a communiqué une préférence. Okay. Mais encore, le point de départ, c'est la politique du conseil, la directive administrative du conseil et d'autres documents ou ressources connexes comme des guides. Donc, si tu as un parent ou un élève qui se pose ces questions-là, avant même d'aller peut-être approcher le conseil ou l'école ou la direction d'école, peut-être juste regarder à ces ressources-là parce que les chances sont bonnes que s'il y a des questions, la première place où on va vous pointer lorsque vous allez poser ces questions, ça va peut-être être ces ressources-là. Donc, c'est toujours idéal de les consulter auparavant. Okay. Oui, mais très important aussi que les parents doivent savoir qu'il y a des personnes contacts au sein des conseils scolaires qui peuvent les aider à comprendre un peu le contexte du cadre réglementaire et même administratif concernant les politiques et administratives, procédures administratives. Donc, dans le contexte, je pense que le rôle de commissaire joue un rôle important aussi auprès des parents pour les faire comprendre un peu de quoi s'agit-il. C'est quoi les étapes aussi, les accompagner. Mais dans un premier temps, je pense dans ce processus, comme l'a expliqué Patrick, c'est très important que le parent s'adresse dans un premier temps à l'équipe école, donc à la direction, et puis après la surintendance, et ainsi de suite, jusqu'à le moment, mais ils peuvent toujours avoir recours aussi au rôle du commissaire pour pouvoir les accompagner dans ce processus de collaboration, de communication avec l'école pour bien traiter leurs demandes. OK. Parfait. Et puis, je pense que j'ose ajouter que dans certaines demandes d'accommodement en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle, est-ce que l'accessibilité aux toilettes aussi? Ah oui, bonne question. Et couverte aussi. Oui, donc c'est couvert, puis c'est une question qui est certainement traitée pas juste directement dans le contexte de l'éducation dans l'école, mais aussi même la participation à des activités sportives, des choses comme ça. Puis de façon générale, encore aller consulter les ressources du conseil scolaire dans ce contexte, mais pour dire que ce droit englobe l'accès aux toilettes, l'accès aux activités parascolaires aussi, selon le genre auquel on s'identifie. Oui, absolument. C'est un bon point. Mais ça arrive aussi dans certains cas aussi, Régine, que dans le devoir d'accommodement, que ça existe qu'une personne ou un élève ou une élève qui demande l'utilisation d'une toilette en particulier. Donc, si on parle de devoir d'accommodement, on parle d'un accommodement qui répond à des besoins, mais pas à des préférences. Selon l'accessibilité à ces toilettes, est-ce que le budget de l'école, parce que c'est pas toutes les écoles sont munies de toilettes non binaires, etc. Donc, c'est dans la mesure de possible, je veux dire. OK, donc une fille qui s'identifie maintenant comme un garçon, par exemple, pourrait demander avoir l'accès à une toilette de garçon, mais ça pourrait être refusé si cette toilette n'est pas une toilette non genrée. Est-ce que j'ai bien compris? On ne pourrait pas sauter dans toutes les possibilités. Je pense que c'est quand même... il faut que la demande ait lieu, puis les circonstances de chaque demande soient évaluées. Donc, c'est difficile de parler de situations hypothétiques parce que c'est vraiment... ça dépend de chaque demande, ça dépend de l'école. Qu'est-ce qui est disponible dans cette école-là. Donc, on peut pas conclure que voici ce qui se passerait. Okay. C'est vraiment, chaque demande est évaluée individuellement. Certainement, pour le conseil scolaire, l'évaluation est quand même assez exhaustive. On regarde à tout pour s'assurer qu'on a couvert toutes les bases pour voir si on pouvait raisonnablement répondre à cette demande et fournir une solution raisonnable et pas juste une préférence. OK. Donc, dans ces cas-là, on fait une demande d'accommodement. Oui, parfait. Absolument. C'est bon. Toujours le processus en soi. On fait une demande d'accommodement. Comme on l'a expliqué précédemment, il y a une composante procédurale. Okay. Ils vont analyser la demande, vous allez être reçu. Et chaque cas est un cas d'espèce. Ils vont l'analyser minutieusement selon les paramètres et le bien fondé de la demande. Oui, OK. Puis un élève ne peut pas décider du jour au lendemain de « Ah, ben là... »
ça me tente, donc je le fais. Il y a un processus. Donc, l'élève aussi a une responsabilité dans tout ça. Absolument. OK. Mettons aussi longtemps, parce que ça va nous amener sur un autre sujet, c'est le conciliation des droits contradictoires. Mais c'est pas le but de cette... c'est jamais... Il y a des zones grises, on va le dire. OK, parfait. Ouais, je pense que la chose à tenir en compte, c'est que lorsqu'on est l'auteur d'une demande d'accommodement, on n'approche pas le conseil en se disant, j'ai entendu qu'un tel ou une telle a fait une demande à son école, puis ont reçu cet accommodement. Ouais. Donc, c'est comprendre que ta demande est unique et particulière à ces circonstances et qu'une décision sera prise selon tous les éléments qui sont pertinents et particuliers à tes circonstances. OK. Et donc, Patrick, d'après toi, est-ce qu'un élève ou une personne au conseil scolaire peut avoir des recours existants, je veux dire, au niveau d'un conseil, s'il pense que sa demande, s'il sent qu'il est lésé dans le traitement de sa demande? Il y a toujours des procédures. Par exemple, on peut suivre la ligne de contact. Ça commence peut-être au niveau de la direction d'école et ensuite peut-être communiquer avec la surintendance s'il y a des questions particulières et spécifiques. Dans d'autres conseils scolaires, on peut avoir accès à des personnes comme Yasser où on peut leur approcher puis poser des questions à ce niveau-là ou peut-être communiquer des inquiétudes. Mais bien sûr, il y a des procédures aussi formelles, peut-être par exemple auprès du tribunal des droits de la personne ou peut-être d'autres procédures judiciaires que l'on peut poursuivre. Donc, ça dépend d'où tu es rendu dans le processus de demande, mais il y a des choses qui peuvent être faites à l'interne du conseil où on continue à poser la question à une autre personne, pas pour dire une personne plus haute ou ayant plus d'autorité, mais qui pourrait avoir plus de contexte ou qui serait moins proche de la situation. Parce que des fois, on se dit, je vais aller demander à la surintendance ou communiquer avec la surintendance. Mais sachez que d'habitude, les directions d'école, elles vont impliquer la surintendance avant de faire certaines décisions. Donc, vont communiquer avec la surintendance. Puis si ce processus-là, le parent ou le demandeur de l'accommodement se trouve que, je sais pas, ça fonctionne pas, ils peuvent approcher quelqu'un à l'interne comme Yasser. Et sinon, il y a aussi d'autres mécanismes à l'extérieur du conseil, comme j'ai mentionné, le tribunal des droits de la personne. Je pense que c'est important aussi de mentionner, Yasser, que dans les conseils scolaires, normalement, les équipes écoles ont des formations à cet effet-là. Oui. Ils ne partent pas de rien. Là. Ils ont quand même une base, ils sont capables d'utiliser ces formations-là pour formuler certaines recommandations, j'ose espérer. Absolument. OK, tant mieux. Il y a des mécanismes, il y a des formations qui sont données à l'interne. On a des outils, les conseils sont munis d'outils importants à la disposition des parents. Donc, c'est aux parents aussi, s'ils ont des questions, qu'ils s'adressent au conseil concerné et puis avoir l'information nécessaire. Et une des choses à tenir en compte, c'est un peu relié à ce qu'on a dit tantôt au niveau de l'accommodement, puis le fait que ça doit être relié à un motif prohibé, que ce soit, par exemple, la religion, la croyance ou le handicap et d'autres éléments. Lorsqu'on décide de poursuivre d'autres procédures externes au conseil, par exemple, c'est une des choses qui va être évaluée par le tribunal, est à savoir si, oui ou non, par exemple, le tribunal des droits de la personne, est-ce que c'est réellement une demande reliés à un motif prohibé ou des enjeux reliés à des motifs prohibés, ou est-ce que c'est juste des sentiments d'injustice que la personne vit, mais qui ne sont pas vraiment reliés à un motif? Par exemple, je peux donner l'exemple de moi-même, c'est un motif qui pourrait s'appliquer si je me sentais lésé, serait par exemple la race. La race est un des motifs prohibés par le Code des droits de la personne. Donc, je pourrais vivre quelque chose puis dire, j'ai été lésé, et c'est en raison de ma race, puis je dépose une requête auprès du tribunal des droits de la personne, et peut-être que le défendeur dans cette requête ou le tribunal évalue la situation puis dit, oui, il y a peut-être eu des injustices et que c'était peut-être pas juste ce que tu as vécu, mais montre-nous les traces qui démontrent que c'était relié à ta race. Et si je suis pas capable de démontrer ça, j'ai pas vraiment de cause. Donc, c'est pas juste... je m'identifie à un motif du code et j'ai vécu quelque chose de négatif. Donc, par conséquent, je peux plaider
ou réclamer que j'ai été victime de discrimination. Il faut qu'il y ait des éléments ou des traces qui démontrent que les événements sont reliés à ton motif prohibé. OK. Merci de l'avoir expliqué parce que je n'étais pas certaine. Motif prohibé, là, tu l'as bien expliqué. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments par rapport aux accommodements que vous aimeriez aborder? Je pense qu'on a couvert ce qui est important, c'est que toutes les parties prenantes comprennent leurs responsabilités, leurs devoirs en la matière, même les personnes qui veulent formuler une demande d'accommodement. Oui. Et je tiens aussi, j'encourage les parents à aller consulter les directives existantes au niveau de chaque conseil pour voir identifier les situations visées par le demande d'accommodement et voir s'il est visé par l'un des motifs illicites du Code des droits de la personne. Donc c'est très important qu'on sache un peu le contexte et j'encourage les parents. C'est toujours un processus d'amélioration continue. Et comme on dit, pour traitement d'une demande, c'est un traitement particulier qui dépend de cette demande individuelle. Ouais. Donc, c'est un domaine quand même assez évolutif, mais qui prend en considération les paramètres de chaque demande de chaque personne. Excellent. Ouais, je suis d'accord. Puis je pense que la chose à tenir en compte, c'est un peu comme j'ai mentionné au début, que les questions d'accommodement, ça revient à quelque chose de très simple et c'est d'assurer l'accès concret à l'éducation pour tous les élèves qui rentrent dans nos écoles, qui ont accès à nos institutions éducationnelles et comprendre que tout le monde est un peu du même bord. On essaie tous d'assurer que l'élève a la meilleure expérience en éducation possible et le meilleur accès à l'éducation possible. Donc, des fois, bien qu'on est entré un peu dans le technique et le juridique, mais des fois, c'est juste des questions de communication et d'assurer que les gens comprennent que on est tous du même bord et qu'on essaie d'assurer l'accès ou la réussite de l'élève. Wow. Absolument. Ben, je pense que tu viens tout à fait de conclure de manière excellente ce balado, cher Patrick. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Ça a été très enrichissant. Ça a éclairé, en tout cas, plusieurs de mes questions de mon côté. Maître Patrick, Yasser, grand merci. Merci beaucoup. J'espère vous revoir. Pour nous, ça conclut cet épisode de Repères parentaux. J'espère que ça a été utile pour vous également. N'hésitez pas à nous envoyer toutes sortes de sujets qui vous intéressent pour les prochains balados. Et puis, restez à l'affût. À bientôt!